Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille vétérinaire Jennifer Blondeau. Bonjour Jennifer. Bonjour Sophie. Alors Jennifer, tu es diplômée de l'Université de Liège en 2010 et tu travailles aujourd'hui en Afrique du Sud pour une association qui veille à la protection des éléphants et à leur cohabitation pacifique avec l'homme. L'association s'appelle Elephants Alive. En parallèle, tu fais aussi un master en zoologie et tu es aujourd'hui en 2e année. Enfin, quand tu as le temps, tu prestes aussi quelques heures pour Appform afin de créer du contenu de formation pour les ASV. Célibataire et sans enfant, tu es également baroudeuse, chanteuse, je précise en voiture et sous la douche seulement, et photographe. Ta mission de vie, œuvrer pour nos animaux sauvages et leurs habitats afin que les générations futures puissent en émerveiller autant que toi. Bravo déjà pour ça et bienvenue sur Veto Micro. Alors, je te propose de commencer par la question traditionnelle, pourquoi vétérinaire? Merci Sophie pour l'introduction. Je pensais pas que les petites parenthèses seraient dites aussi. Mais bien contente d'être là. Merci pour cette opportunité. Donc, pourquoi vétérinaire? Au risque de pas être très original, j'ai toujours aimé les animaux depuis ma tendre enfance. J'avais des grands-parents avec une petite ferme, donc j'ai eu rapidement besoin de ce contact avec l'animal. Et c'est vrai que enfant, le métier le plus proche quand on aime les animaux et quand on commence à demander un petit peu aux parents, c'est vétérinaire qui ressort. Donc vraiment c'est un métier qui m'a toujours fait écho depuis petite. Ensuite, en grandissant, je pense que ça s'est renforcé, cet amour pour les animaux sauvages plus particulièrement, certainement au travers de nos écrans télé, grande fan du Roi Lion déjà, de dessins animés, Belle et Sébastien, et puis un peu à l'adolescence, Sauver Willy. Enfin voilà, c'était quelque chose en tout cas dans lequel je continuais à m'identifier. Donc voilà. Et puis plutôt au lycée, là alors c'est pas que je voulais plus être vétérinaire, mais en tout cas j'avais cette envie d'approcher l'animal dans son habitat et pas nécessairement au sein d'une structure médicale. Et donc du coup je regardais beaucoup de reportages, Jane Goodall, Ushuaïa Nature, etc. Et c'est vrai que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à différents métiers autour de la biologie animale et m'est venue l'idée d'être éthologue, donc d'étudier plutôt le comportement animal. Donc voilà, ça, vétérinaire, on va dire, a été la première idée et voilà, ça fait un petit peu son petit bonhomme de chemin. Et donc voilà, mais en tout cas l'animal toujours au centre de mon envie de travailler, en tout cas, voilà. Très clair. En tout cas, on a les mêmes rêves, hein. Roi Lion, Belle et Sébastien. Bon, tant mieux alors. D'où t'es venue, tu penses, l'idée de cette approche différente? C'est en t'acculturant à d'autres choses dans ce milieu-là? Je pense que ça a pris du
Ça a pris du temps. Alors il y avait aussi peut-être j'étais dans un quand il est temps de faire un choix d'orientation au lycée, j'étais dans un lycée assez sélect, donc on a aussi je pense un petit peu planté une graine dans ma tête qui était que je serais pas faite pour les écoles prépa. Chose que je ne niais pas. J'ai absolument pas l'esprit de compétition et c'est vrai qu'on m'avait dépeint un milieu voilà assez compétitif et que j'appréhendais. Donc je pense que ça a été un chemin intellectuel un peu en parallèle entre des capacités où je me disais bon finalement vétérinaire c'est peut-être pas fait pour moi en tout cas dans les études qui se profilent et en même temps effectivement l'envie de grands espaces c'est vrai que j'ai un petit peu voyagé dans mon enfance et c'est vrai que voilà appréhender l'animal plutôt sauvage euh, voilà dans une clinique vétérinaire c'était pas forcément l'idée que j'en avais mais le rapport aux soins me plaisait quand même me plaisait quand même beaucoup donc en fin de lycée j'ai écouté mes professeurs entre guillemets et je suis partie sur du coup des études de biologie parce que de toute façon il y avait que la biologie qui me plaisait avec la biologie dans laquelle j'étais pas trop mauvaise donc je faisais vraiment une aversion avec les maths et la physique donc du coup oui je me suis dit allez on se réoriente un peu j'avais pas l'impression de laisser tomber le projet veto pour autant mais en tout cas parce que je savais qu'en faisant bio il y aurait peut-être des passerelles potentielles pour le concours mais en tout cas voilà je suis partie sur l'idée de faire plutôt bio et honnêtement ça m'a plutôt plu. Finalement, ces 2 années de bio, c'était le bon choix pour toi? Oui, je pense parce que déjà d'une part ça m'a permis de prendre confiance sortie du lycée voilà on rentre dans un système un petit peu différent et ça m'a bien plu aborder des sujets même sur la biologie végétale ça m'a ouvert l'esprit sur d'autres choses et ça m'a beaucoup plu l'autre côté un petit peu moins plaisant, c'est qu'à cette époque, il y a eu justement des manifestations de chercheurs qui manquaient cruellement de moyens pour exercer leur métier dans de bonnes conditions. Et je pense que ça, non, c'est pas que je pense, je suis certaine, ça a fait flipper mes parents que je me lance dans des études longues et pas forcément avec un métier concluant à la fin. Donc là est revenu un petit peu sur le tapis le métier de vétérinaire. Au détour d'une conversation, mon père a rencontré quelqu'un qui avait fait ses études en Belgique et donc il m'a dit mais pourquoi tu irais pas faire ses études en Belgique? Parce que évidemment j'ai pas voulu retenter en France, enfin pas retenter, j'ai pas voulu tenter le concours en France dans le sens où donc c'était un doc de bio que je faisais à l'époque, il y avait que 30 places pour les vétos sur toute la France. Donc là autant dire que je m'en sentais absolument pas le niveau. Et puis bon, le concours en Belgique semblait moins sélectif et je me suis dit après tout, je peux toujours le tenter et puis on verra bien quoi. Ça demandait pas une préparation telle que celle en France, donc je me suis dit bon, je me jette à l'eau et puis voilà, si je l'ai pas, c'est que je suis sur la bonne voie et puis si je l'ai, ben on commencera à se poser des questions quoi. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé. Je me suis inscrite au concours en Belgique et puis il se trouve que bah je l'ai réussi grande surprise et du coup bon finalement je me suis pas tant posé de questions ça j'étais à Marseille la Belgique me tentait bien quand même à ce moment-là donc je me suis dit allez soyons fous et voilà faut que je saisisse cette opportunité là ça restait un métier rêvé pour moi depuis l'enfance donc et puis voilà un challenge aussi de quitter la région dans laquelle j'étais me plaisait bien aussi donc voilà comment Veto est revenu dans ma vie. Hmm. C'est pas la première personne qui me dit pendant mes études, pendant le lycée, les profs m'ont fait comprendre que je n'étais pas capable. Comment tu l'as vécu à l'époque? Tu l'as vécu plus comme un challenge, j'ai envie de dire je vais leur montrer, ou plutôt tu t'es dit bah en fait non, bah tu t'es replié sur toi-même. Comment c'était à l'époque? Non, je pense que j'ai plutôt un tempérament, on va dire influençable.
je connaissais mes limites aussi, donc le système très compétitif dépeint par les prépas veto. J'étais prête à croire que ça me convenait pas. Ça, j'en convenais. Voilà, c'était pas un secret qu'il fallait aussi du coup faire énormément de maths et de physique, et c'était vraiment des matières dans lesquelles je m'épanouissais absolument pas. Donc bon, avec le recul, je pense que dans le système éducatif, faut un petit peu plus accompagner. Là où il y a presque on va dire s'il y avait des reproches à faire dans mes choix d'orientation, c'est plus j'ai un souvenir extrêmement précis de conseillère d'orientation. Alors je sais plus, ça devait être peut-être en seconde ou première, où là par contre je viens avec cette idée que je veux étudier le comportement animal et que je veux être éthologue. Et là cette personne qui me dit mais ça n'existe pas. Là voilà, là par contre ça a été plus une grosse claque pour moi, parce que je pensais avoir enfin défini un projet professionnel qui me correspondait peut-être mieux, on va dire en relation avec mes capacités aussi. Et là par contre ça a été beaucoup plus dur. Donc j'avais pas forcément un esprit de challenge, mais quand Veto est revenu, enfin voilà, la possibilité d'être vétérinaire est revenue dans ma vie. Là par contre j'avoue que j'avais un petit esprit revanchard. Je me suis repointée à mon lycée, et quand je pense que j'étais déjà genre en deuxième année, et j'ai eu l'occasion de repasser à mon lycée, et j'ai dit oui je suis en études vétérinaires. J'étais contente de le dire, j'avais un petit sourire, un petit sourire aux lèvres, en me disant voilà, finalement bon, c'est pas grâce à eux entre guillemets que le chemin m'a été ouvert, mais bon, j'ai eu une très bonne éducation, enfin j'étais très contente de mon lycée, mais c'est vrai que non, l'accompagnement sur les choix, j'avoue que c'est pas vraiment le lycée et les accompagnateurs qui m'ont aidé. Je pense qu'heureusement aussi que j'avais des parents qui ont cru en mes projets, et du coup qui m'ont aussi poussé, parce que non, je suis pas d'un naturel. Enfin voilà, les gros challenges, j'avoue que j'ai plutôt tendance à les fuir qu'à les affronter. Donc voilà. Très bien, et bravo d'être retourné par ton lycée. C'est terrible quand même d'anéantir ce qui est finalement des aspirations, des vocations, des rêves de jeunes si facilement. Ouais, c'est dommage. Ouais, je trouve qu'avec le recul, je me dis mais comment on peut être dans l'éducation et puis d'avoir des approches aussi brutales sans chercher un peu à construire. Là tout de suite, c'est vrai que ça a détruit beaucoup de beaucoup de choses dans ma tête où voilà, pour moi ça y est, j'avais trouvé ma voie, et d'un seul coup et vraiment littéralement c'est non mais éthologue ça n'existe pas. Voilà, ça a été la phrase m'est restée vraiment en tête quoi. Donc là à moi de défendre un petit peu mon projet, et puis bon de toute façon je m'étais dit je verrais bien aussi une fois lancée dans le système universitaire ce que j'arrive à quelle voie j'arrive à affiner, parce que le système universitaire était long de toute façon, donc c'est vrai que c'est pas en première année qu'on sait exactement comment on va terminer, mais oui, je suis assez d'accord, c'était assez dur à vivre. J'imagine. Ceci étant dit, tu arrives à Liège, tu fais toutes tes études à Liège? Bah oui, je crois que j'avais le choix au tout début, et puis bon, c'est quand même un déménagement de 1000 kilomètres, une nouvelle intégration à une nouvelle région, donc je m'étais dit bon, quitte à m'intégrer quelque part, comme il y avait qu'à Liège qu'on faisait les 3 dernières années, je me suis dit autant aller là où tout le cursus se fait. Donc oui, là encore la question a pas été très difficile, donc j'ai fait tout le cursus, ouais à Liège. Et ça s'est passé comment tes études? Oh là, génial. Autant je garde des souvenirs, on va dire assez mornes de la faculté d'Aix-en-Provence. Enfin, c'était Aix-Marseille 3, ils appelaient ça à l'époque. Voilà, très. J'attendais une vie estudiantine, pardon, beaucoup plus festive. J'étais quand même vraiment très déçue. Là, par contre, non, pas déçue du voyage. Arrivé en Belgique, même la sensation de dire voilà, je suis là où il fallait que je sois en fait. Non, c'était 6 superbes années. Comme peut-être beaucoup de Liégeois, pas assez d'assiduité au banc d'école. Avec le recul, je le regrette un petit peu quand même. Je pense que j'ai manqué des jolis cours.
Mais d'un point de vue social, sur le plan associatif aussi, non, ça a été six très belles années. Vraiment, non, vraiment des belles rencontres, des beaux moments, des beaux souvenirs de vie. Donc non, Liège est gravé dans mon cœur à jamais. Ça, c'est une certitude. Chouette. Et cette partie faune sauvage, alors qui t'attire, est-ce que elle se réimmisce rapidement dans ton parcours d'étudiant ou ça revient après? Bah oui, toujours dans un coin de ma tête. J'ai la chance aussi d'avoir un père du coup qui a été, enfin la chance, on peut le voir de différentes manières, mais à ce moment-là, moi je l'ai vécu aussi comme une chance. Il a été muté en Afrique du Sud, ce qui m'a donné le droit d'aller le voir. Et du coup de découvrir voilà un bout de l'Afrique, et où là j'avais déjà eu cette appétence, je pense encore une fois, merci les médias, les dessins animés, mais oui, j'avais déjà, je sais pas pourquoi, toujours eu cette attirance avec l'Afrique. Donc mes parents, à l'adolescence, avec mon petit frère, nous avaient dit bon voilà, on peut se payer un beau voyage en famille. Où est-ce que vous voulez aller? Et donc moi, ça a été automatiquement, on va aller en Afrique. Enfin, je veux aller en Afrique. Et donc on a eu la chance en famille de partir au Kenya. Oui, là vraiment une découverte de, bah voilà, d'avoir encore la possibilité d'avoir des grands espaces avec une faune très riche qu'on a malheureusement pas beaucoup en Europe, quoi. Hein. Là, tu tournes la tête à droite, à gauche, il y a toujours un animal à regarder. Et c'est vrai que ouais, ça m'a jamais quitté. Donc du coup, pendant mes études, j'ai rendu visite à mon père en Afrique du Sud. Et là, je me disais, et si j'étais veto là-bas, bah, ça combinerait à la fois cet amour de la faune sauvage et puis en même temps, bah, les études que je suis en train de réaliser. Donc au début, c'était plutôt des voyages, même avant d'être veto, hein, j'ai fait des petits boulots en Afrique du Sud, j'ai nettoyé les chambres des lodges, j'ai fait du bénévolat comme ça, donc ce qui me permettait de vivre dans un beau lodge et puis bah alors j'étais pas vraiment payée, mais j'étais nourrie, logée, blanchie, ce qui dans ce contexte-là était bien suffisant pour mes vacances d'été. Et du coup, bah oui, quand je me suis lancée dans le cursus veto, là je me suis dit bon bah il faut que je trouve des stages ou des choses à faire là-bas. Donc c'était en 3e année veto, je crois. J'ai été faire un stage pendant 2-3 semaines avec un vétérinaire qui faisait à la fois de la canine, de la mixte, enfin vraiment tout terrain le veto et aussi de la faune sauvage. Donc oui, il a une approche quand même assez fascinante. Et puis bah mais lors du choix des 2 stages de dernière année, là j'ai choisi d'aller les faire en zoo, toujours pareil parce que j'avais cette appétence pour voilà, cette approche de la faune sauvage. Donc alors sur les zoos, donc j'ai fait un stage au zoo d'Amnéville et un stage au zoo de Houston. Alors c'est toujours fascinant d'approcher l'animal, surtout des animaux qu'on ne peut pas approcher non anesthésiés, typiquement des lions, des ours. C'est extraordinaire de pouvoir toucher ces animaux-là. Et en même temps, à ce moment-là, j'ai pas vu ce métier de vétérinaire de zoo comme une évidence, parce que j'avais eu aussi cette chance de les côtoyer dans le milieu naturel et notamment voilà les éléphants. C'est vrai que ce sont des espèces où c'est un petit peu difficile de les regarder droit dans les yeux dans ces conditions, même si elles sont bien meilleures qu'elles ne l'ont été dans le passé. Et je pense que les conditions des animaux en zoo continuent de s'améliorer. Mais c'est vrai que là pour le coup, j'y ai pas vu ma destinée, quoi. Je me sentais extrêmement chanceuse de les approcher, de pouvoir les toucher, de les détailler du regard, du moins de centimètres de leurs yeux, de leurs poils, voilà, une approche que juste les vétos peuvent avoir, hein. Il y a vraiment, même quand t'es visiteur, toujours une vitre qui te sépare ou une distance. Donc c'est vrai que ça, j'ai beaucoup aimé la proximité avec l'animal, mais j'arrivais pas à trouver du sens. Et par contre, je sais qu'il y a un intérêt énorme sur les parcs zoologiques, puisque j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas la chance, comme j'ai pu l'avoir, d'approcher l'animal dans son milieu naturel. Donc je pense que ces animaux en parc zoologique ont vocation à sensibiliser le grand public
et c'est extrêmement important. Mais c'est vrai que par contre moi je me voyais finalement pas je me voyais pas travailler en zoo. Du coup, une fois le diplôme en poche, je me suis dit bon qu'est-ce que je fais, parce que là pour le coup je sais pas stériliser un chat. Je suis pas non plus véto faune sauvage, puisque ça demande quand même encore une formation quelque part. Enfin voilà, pas partir en Afrique comme ça. Donc du coup, je me suis dit bon, je vais quand même approfondir le métier de vétérinaire praticien dans une pratique classique. Et ensuite, ensuite j'irai voir ce qui se passe en Afrique et qu'est-ce que je peux faire, quoi. Mais oui, pour répondre à ta question, ça m'a jamais quitté. Et en plus de ça, je me suis jamais vu ou imaginé avec un plan de carrière dans une clinique véto sur le long terme. C'est vrai que les années estudiantines ont fait que je me suis pas j'ai pas pris le temps de me projeter dans ma vie professionnelle précisément, mais c'est jamais été une vision que j'ai eue de moi sur le long terme. Et donc, tu sors de tes études et tu te dis, je vais approfondir le métier vétérinaire canin, du coup? C'est ça. Du coup, je postule à un internat. J'étais encore, je crois, aux zoos de Houston où il fallait que je postule à l'internat. Alors, je me voyais pas postuler aux internats officiels, on va dire, en école véto, etc. Mais en tout cas, je cherchais un tutorat en fait. Je voulais pas commencer la pratique même en étant accompagnée, je me sentais pas légitime. Je me suis dit, j'ai vraiment trop de retard par rapport aux autres puisque j'avais pas fait mes stages dans ce milieu-là. Donc du coup, j'avais postulé à l'internat, un internat donc petits animaux et animaux exotiques, enfin tout ce qui était NAC. Et en même temps, il y avait une approche avec les animaux d'un parc zoologique en Belgique. Donc bref, cet internat me plaisait beaucoup et je me suis dit que c'était le bon compromis pour continuer à apprendre quand même les basiques que je n'avais pas. Donc année intense, hein, l'internat, pas se le cacher, c'est compliqué. Les gardes étaient compliqués pour moi, c'était beaucoup de stress. Mais heureusement, j'avais à la fois des cours internes et puis des vétos qui nous suivaient. On était toujours parrainés et là pour le coup, ça s'est bien passé. Et du coup, à l'issue de l'internat, je crois alors j'étais partie pour éventuellement faire des remplats, mais je crois que la clinique Brasseur, il y avait des possibilités d'assistanat, enfin en gros de continuer un petit peu de progresser dans cette clinique-là. Et puis j'avais toujours l'appel de l'Afrique et donc là j'ai dû faire un choix à la fin de l'internat en me disant bon, qu'est-ce que je fais? Je suis pas encore une véto praticienne tout terrain, mais est-ce que ce serait pas le moment quand même? Et c'est vrai que comme ça avait été intense, hein, j'avais aussi besoin de partir, de voyager, de voir du pays. Et donc du coup après l'internat, je suis repartie en Afrique du Sud, toujours dans le secteur que je connaissais. Et je suis partie faire 5 mois de bénévolat auprès d'une association, alors qui à l'époque s'appelait Save the Elephant et qui était basée pas loin de là où, en fait, dans des réserves privées, pas loin de là où j'avais déjà fait mes débuts de bénévole à faire les lits des chambres d'hôtel. Et du coup, c'est une association qui étudiait les éléphants. Donc j'avais bien conscience que c'était pas que j'avais pas encore déployé mes petits talents de jeune vétérinaire, mais je m'étais dit ça serait déjà une première approche. Et donc je suis partie là-bas sans trop savoir ce qui m'attendait. C'était en plus alors comme ça se pratique maintenant de plus en plus, hein, c'est des espèces de stages, c'est pas, on peut même pas appeler ça du bénévolat parce qu'en fait on paye pour travailler. C'est vraiment l'inverse du système classique. Donc voilà, et donc j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Des sorties sur le terrain pour aller chercher des éléphants qui ont des colliers satellites. Et du coup, mais au bout d'un mois, je leur ai dit je peux pas rester, je peux pas, quand j'ai pas les moyens de continuer
à payer pour travailler pour vous, quoi. Hein. Donc soit je peux rester, je vous demande pas forcément un salaire, mais soit je peux rester, mais à titre gracieux, soit malheureusement je continue. Et en même temps, je me renseignais sur comment être veto en Afrique du Sud. Et puis bah là, j'ai eu un petit peu une douche froide puisque notre diplôme n'est pas reconnu là-bas. Donc à moins de passer un examen. Et bon, encore une fois, je m'en sentais pas capable. Mon niveau d'anglais était encore très 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 moyen, donc j'y voyais vraiment beaucoup de barrières à franchir et je m'en sentais pas capable. Donc je suis restée à la sauce du coup et pendant 5 mois j'ai travaillé pour eux. Donc ça a été une super expérience parce que là on est vraiment plein milieu sauvage, quoi. Hein. Donc même quand on sort le matin de sa chambre, faire gaffe qu'il n'y ait pas un lion au pied du chalet ou ou un éléphant. Et j'étais vraiment dans un environnement vraiment bienveillant. La chercheuse principale, voilà, on a vraiment bien accroché. Il y avait d'autres étudiants qui venaient aussi, donc c'était une petite vie en communauté, en plein milieu du bush, parce qu'ici c'est pas vraiment de la savane, ils appellent ça du bush, donc c'est une végétation, un peu plus de végétation qu'une savane, mais beaucoup moins qu'une jungle, hein, donc une espèce de végétation intermédiaire de brousse, quoi. Et oui, non, là j'ai vraiment adoré ces moments-là, quoi. Hein. Tu discutes, tu prends l'apéro et il y a une hyène qui passe derrière toi. Enfin non, c'était voilà, je me disais mais là ça c'est voilà, si je peux rester là toute ma vie, ce serait top. Et puis bon, forcément, ça peut pas rester comme ça toute sa vie. Donc là, on se repose des questions en disant bon bah si je peux pas être veto en Afrique du Sud, je suis pas non plus chercheur parce que là-bas c'est quand même beaucoup des chercheurs qui travaillaient. Hein, je dépannais sur pas mal de missions différentes, mais j'étais pas non plus chercheur. Et c'est là où mes études passées de biologiste apprenti éthologue ont fait un peu surface en me disant ouais, ça aurait pu là j'aurais pu être complètement dans mon élément, mais j'étais quand même la veto un petit peu dénudée qui avait pas ses outils pour travailler ni même les autorisations. Donc au bout de 5 mois je me suis dit tu vas voir que tous les acquis de ton internat tu vas les perdre, et donc il faut rentrer pour pratiquer, quoi. Hein. Donc du coup au bout de 5 mois grand regret, mais il a fallu que je quitte et que je rentre en France. Donc voilà un petit peu pour cette séquence, quoi. Et pendant ce bénévolat, donc tu t'es sorti terrain, récolte de colliers, enfin repérage de colliers satellites, c'est ça? Comment ça se passe au quotidien? Eh bien, donc heureusement la technologie a un petit peu avancé maintenant, mais donc à l'époque, donc certains éléphants l'équipe avait précédemment posé des colliers satellites, il fallait aller les voir sur le terrain, et donc à l'aide d'une antenne et d'un récepteur, on vient un petit peu chercher sur le terrain on cherche des signaux VHF en fait, et on cherche les éléphants. Donc il y a tout un système où faut tourner sur soi-même et puis voir là où l'intensité sonore est la plus forte, et puis se guider comme ça. Alors en plus il y a plein de petites routes qu'on connaît pas, donc il faut se repérer avec un vieux GPS, truc qui n'a plus du tout à voir avec avec les GPS d'aujourd'hui. Et puis après il faut arriver à rentrer aussi au camp de base. Donc toujours un peu challengeant parce que j'étais pas forcément accompagnée avec des gens qui connaissaient le terrain. Mais voilà, mais une fois l'animal trouvé, on passe du temps avec, on voit s'il va bien, on voit si le collier a pas bougé, on prend des photos, on prend beaucoup de photos. Alors ça tombe bien parce que j'adorais ça. Et donc on prend particulièrement des photos de leurs oreilles puisque ils ont un contour d'oreille qui peut être très particulier, en tout cas qui s'abîme au fil du temps. Et qui devient une espèce d'empreinte digitale et qui en fait un individu à part entière, et qu'on arrive du coup à reconnaître au fil des semaines et voire des années. Et on constitue comme ça une base de données avec du coup je dirais plus de 2000 éléphants
Mais bon, du coup, voilà, une fois rentré au camp de base, il faut charger les photos et puis ensuite, avec des classeurs, regarder les dessins des contours d'oreilles, arriver à trouver qui est-ce qu'on a vu sur le terrain ce jour-là. Et puis rentrer les informations un petit peu de base, sexe, âge, leur activité, leur état de reproduction. Est-ce qu'ils ont un petit? Est-ce qu'ils sont en rut ou pas? Donc ici, on appelle ça le must pour les éléphants mâles, cette période de reproduction intense. Donc j'ai appris beaucoup, j'ai pu prendre plein de photos et donc non, c'était vraiment très intéressant. Très intéressant. Et l'objectif final de ça, c'est la prévention de braconnage ou pas que? Alors dans un contexte général, non, parce qu'on est dans une réserve qui n'est pas trop touchée par le braconnage de manière générale. En tout cas, pas sur les éléphants. L'objectif à l'époque, parce que je vous parle de ça, c'était il y a à peu près 12 ans, c'était plus d'arriver à étudier déjà la démographie et les dynamiques. Donc entre les mouvements des femelles, les mouvements des mâles, et de voir un petit peu. Donc on travaillait pour le compte d'une réserve privée, enfin d'une association de réserve privée, et donc qui cherchait un petit peu à savoir combien il y avait d'éléphants de chaque catégorie d'âge, la chasse étant autorisée là-bas. Et donc le but était aussi de voir en gros sur quelle population démographique était prélevable pour les chasseurs potentiellement. Donc non, malheureusement, bien que ça puisse paraître toujours un peu plus louable, le braconnage sur les éléphants dans le secteur où moi j'étais, heureusement, ils en ont pas souffert. Donc c'était plus des recherches, on va dire, un petit peu fondamentales sur le comportement animal de manière générale, et en même temps une présence qui permettait éventuellement de signaler des intrusions, mais très honnêtement, j'y ai pas été confrontée. Ok, merci pour ces explications. Donc, avec plaisir. Au bout de tes 5 mois, tu rentres en Belgique, en France? Eh bien, je rentre en France, mais la Belgique, le lien de la Belgique était pas loin, puisqu'en fait, c'est une de mes tutrices de mon internat qui m'avait dit si un jour tu rentres et que tu cherches du travail, contacte-moi. Et donc j'avais justement besoin de ce retour un peu bienveillant, parce que après 5 mois d'interruption, quand on est jeune véto, on se sent encore l'impression de redémarrer de zéro. Et j'avais besoin d'être entourée de nouveau par des mentors, et elle en est toujours une. Et du coup je l'ai appelée, et il se trouve qu'elle était en France. Donc du coup elle m'a trouvé une place au sein de la clinique où elle travaillait. Et donc là, retour à la pratique, avec tout son lot de stress pour moi, le stress de vouloir bien faire, et puis oui, j'étais dans une bonne région, parce que je suis normande d'origine, donc ça m'a ramené là-bas. Donc j'ai pu aussi me rapprocher un petit peu de ma famille, de mes grands-parents, etc. Ce qui a fait quand même du bien après être partie à l'étranger. Mais toujours pas la sensation d'être exactement là où il fallait que je sois, l'Afrique étant toujours dans un coin de ma tête. Mais je rentrais en me disant bon, il faut que tu te fasses la main, et puis voilà, peut-être que tu passeras ce concours ou pas. Enfin, mais bon, non, l'Afrique était le chapitre de l'Afrique, je l'avais pas tourné, mais je m'étais fait une raison en me disant bon, maintenant t'arrêtes tes conneries, tes vétos, maintenant faut que tu pratiques, et que voilà. Donc j'ai fait je me suis remis en selle grâce à cette mentor, et puis ça m'a redonné confiance en moi. Et puis du coup après j'ai enchaîné les différents boulots, des CDI, des CDD. J'ai fait toujours que de la canine, mais des remplats un petit peu à droite à gauche qui me permettaient de visiter des amis, du coup d'aider pour des remplats congé mat. Donc aussi de faire un peu de tourisme, de voir un peu la France. Donc c'était plus chaud chouette. Et puis je me suis posée à certains moments de ma vie, notamment dans les Vosges, où j'ai travaillé avec ma meilleure amie. C'était une super expérience. Et puis voilà, mais voilà, arrivé à un âge où tu te dis
et bah tout le monde s'associe ou en tout cas commence à faire son nid à un endroit. Moi, je trouve pas trouvé mon nid et j'ai pas spécialement envie de m'associer, donc il serait temps de se poser les bonnes questions. Et du coup, j'ai commencé à regarder. Donc là, je me suis vraiment mis en mode tu fais que des remplats parce que s'il y a une annonce, voilà, en tout cas quelque chose qui te permette de bifurquer de la pratique, que tu puisses être voilà être disponible assez rapidement. Et j'avoue que voilà, j'encaissais mal les gardes. J'avais vraiment un stress, une espèce de boule au ventre quand même sur mes petits patients à la clinique. Une pratique qui va quand même très vite. Faut être voilà très vite, pas décevoir la clientèle qui est en salle d'attente. Les urgences qui arrivent. Ouais, j'avais quand même j'avais tellement envie de bien faire, d'aider les gens, d'aider les animaux, d'être au top que je me mettais quand même une grosse pression et que finalement je vivais quand même assez mal. Voilà, les gardes c'était pareil. Donc finalement j'ai une phase où j'ai fait beaucoup de remplats et ça m'a finalement un petit peu permis de le vivre un peu mieux parce que voilà je savais qu'il y avait une date de fin et du coup ça me permettait après de ressouffler un petit peu. Et puis bah du coup un jour j'ai vu passer une annonce parce que je cherchais quand même des annonces un peu faune sauvage, en tout cas je cherchais des annonces qui changent un peu de l'ordinaire parce que je me voyais pas rester dans cette pratique très longtemps. Et il y avait une annonce sur du CNITV, donc le centre antipoison veto de l'école de vétérinaire de Lyon. Et une partie du poste dans le descriptif, c'était en gros une participation à des projets de réintroduction de vautours en collaboration avec la LPO. Et donc du coup j'ai postulé parce que cette partie du poste là me faisait un petit peu rêver. Et donc du coup j'ai postulé, j'ai été prise et donc là ça a été pour moi le gros changement de cap puisque voilà pour moi je quittais la pratique et je partais sur quelque chose de complètement différent. Donc j'ai beaucoup appris puisque c'est vrai que la toxicologie c'est quand même un domaine que j'avais pas vraiment exploré pendant mes études ou même voilà au travers de ma pratique. Donc ça c'était plutôt chouette. Et puis j'ai rencontré voilà une deuxième femme super qui m'a du coup introduite, initiée et qui elle est dans le milieu depuis longtemps, a travaillé sur la réintroduction des vautours en France. Et donc alors pas forcément joyeux, mais par contre ça m'a beaucoup plu. On faisait beaucoup d'autopsies en fait pour déterminer les causes de mortalité dans les zones de réintroduction. Donc n'importe quel grand rapace ou vautour retrouvé mort sur des zones de réintroduction, ils atterrissaient chez nous. Et du coup j'ai beaucoup appris à faire des autopsies d'oiseaux, de grands oiseaux et des rapports d'autopsie. Et ensuite on envoyait en analyse toxico. Donc ouais c'était super. Ça a été vraiment le problème étant que en fait c'était une toute petite partie du boulot qu'il fallait presque faire en fait sur son temps personnel. Mais par contre voilà, je trouvais ça passionnant. Le reste du boulot de centre d'appel téléphonique là par contre voilà, était quand même un petit peu plus usant sur le long terme. Par contre, on m'a laissé la possibilité de former les étudiants. Donc là, j'avais aussi la chance de pouvoir un petit peu revoir le système de formation parce que moi-même ayant suivi cette formation et ayant lu entre 13h et 14h, je m'endormais littéralement. Je me suis dit que vraiment finalement c'était peut-être pas mal que j'allais pas si souvent en course, j'étais pas très attentive, rebelote alors que pourtant j'avais quand même quelques années de plus. Mais du coup voilà, j'avais recréé une formation plus interactive avec des cas pratiques. On se mettait tous autour d'une table et on parlait de cas, comment tu gérais, quelqu'un un veto t'appelle pour tel symptôme, enfin voilà, des choses beaucoup plus interactives. Et cette partie formation des étudiants m'a vraiment beaucoup plu. Mais par contre j'avais un peu ce sentiment de plus être vraiment veto quand je me présentais quoi. C'est parce que quand on dit tu fais quoi dans la vie, je dis t'es veto, ah ouais, tu travailles où? Et du coup t'es plus dans une clinique, on peut pas venir te consulter, donc il y a une espèce de mimique dans le visage des gens qui te fait un petit peu croire que du coup t'es plus vraiment une veto quoi. Et c'est vrai que voilà, la clientèle me manquait pas. Le soin animalier, on va dire par contre, oui, lui me manquait. Une petite pose de caté, une petite chirurgie, tout ça, oui, ça me manquait un petit peu. Mais j'ai eu du mal à assumer. J'ai mis du temps à assumer que
que si j'étais véto, mais que voilà, c'était pas dans le moule traditionnel, mais j'étais quand même véto, quoi. Donc mais avec cette expérience professionnelle au CNITV, c'est vrai que voilà, j'ai eu un gros passage à vide qui n'a pas voilà, qui a pas aidé, mais il était vital pour moi que je parte de cette entreprise. Donc voilà, donc j'ai claqué la porte et puis bah après bah il fallait encore se se réinventer. Donc ta partie CNITV, c'est 2 ans, et avant ça, ta période de remplat, de CDI, tout ça, ça dure combien de temps? J'ai dû faire 5 ans à peu près de pratique, voilà, entre CDD, CDI, ouais. Ouais, ok. Et 2 ans. Et un petit peu moins de 2 ans au CNITV, je crois. Non, ouais, je sais plus les calculs exacts. Et tu parles de stress, hein, c'est quelque chose qui revient quand même souvent dans notre métier. Est-ce que tu avais l'impression que c'était un stress qui était plus élevé que vivaient tes confrères, par exemple? Et oui, c'était bah notamment je l'ai vraiment réalisé au contact de ma meilleure amie avec laquelle je travaillais. Et c'est vrai que ouais, en discutant, moi j'avais une petite boule au ventre le matin qu'elle n'avait pas, par exemple. Alors moi, cette boule au ventre, au début, je l'attribuais quand même un petit peu bah au phénomène de jeune véto, quoi, hein, où tu te dis bon allez, on va essayer de poser les bons diagnostics, de pas faire de conneries aujourd'hui, d'être efficace, de pas chercher les ovaires pendant 107 ans. Donc mais clairement au bout de plusieurs années, voilà, j'avais quand même acquis des automatismes et je peux pas dire que j'ai eu des mauvaises expériences. J'ai toujours essayé de pas faire d'erreurs, mais j'étais plutôt hantée, en fait. Je m'auto entretenais un petit peu cette angoisse de me dire tiens, merde pas, voilà, encore une journée sans merder, c'est bien, quoi. Mais voilà, c'était toujours quand même assez stressant, du coup, cette barre que je me mettais matin, ouais, aller voir ses patients en hospice, espérer que personne soit décédé. Si on a un qui est mort, tu te dis yes, ça y est, voilà. Enfin, voilà. Premier coup de fil de la journée, j'ai annoncé un décès à des gens sur un animal qui était sous ma garde, mais j'étais pas là. Et ça, j'aimais pas, par exemple. Voilà, j'aimais pas dire j'hospitalise. C'est quelque chose que je vis pas très bien, quoi, de dire voilà, j'hospitalise parce qu'il serait mieux chez vous que chez moi que chez vous. Et alors que je savais pertinemment que je serais pas forcément là toute la nuit. Voilà, c'était des choses, ça, par exemple, je vivais pas très bien. Et ouais, donc c'était quand même ouais, assez angoissant, la peur aussi. J'ai un sommeil super lourd, donc la peur de pas entendre le téléphone sonner. Donc je mettais mon téléphone sur haut-parleur, en fait. J'avais 2 enceintes et je branchais ma prise jack à mon téléphone et je mettais le volume à fond pour être sûre de pas louper un appel. Ce qui rendait pas les nuits très très sereines, parce qu'il y avait une espèce de larcène des fois. Dès que le réseau revenait, il y avait une espèce de qui revenait. Alors des fois, est-ce qu'il y a un appel qui va arriver ou pas? Et non, je vivais ça super mal et ça s'est pas beaucoup calmé. Ça s'est calmé quand même avec les années d'expérience, mais ça s'est jamais vraiment atténué à un point où du coup je me sentais bien, quoi. Donc oui, je pense que je le vivais de manière beaucoup moins bien que la plupart des gens. Ouais. Et pourtant, tu donnes vraiment sa chance au métier, hein, parce que tu t'aurais pu te dire au bout de 6 mois, 1 an, non, cette anxiété, parce que c'est presque de l'anxiété généralisée finalement, ça me va pas, mais tu persistes quand même 5 ans. Moi, je trouve ça plutôt. Je sais pas. Ouais, non, mais j'essayais de me faire violence, quoi, en me disant c'est un métier quand même, t'as choisi, t'as fait des études pour ça. Enfin, j'ai failli même me lancer dans un pour te dire à quel point je me disais là où tu te sens en stress, c'est là où il faut approfondir. Parce que pour moi, on a toujours peur de l'inconnu, en fait. Donc je suis même lancée à un moment donné, j'ai postulé alors que je travaillais déjà en pratique, que j'avais déjà fait un internat général. J'ai postulé un internat en chirurgie dans un CHG, un grand CHG en France. Il se trouve que j'ai été prise. Et alors que je détestais la chirurgie, c'est-à-dire que la chirurgie me faisait stresser, par contre. Mais moi, par contre, médecine interne, oui, chirurgie, non. Mais bon, bah dans la pratique, il y a pas le choix. Donc je m'étais dit bon bah c'est pas normal de stresser autant en chirurgie, donc voilà, il faut que tu approfondisses. Donc du coup, je
j'avais postulé et puis là c'était même ma mentor qui m'avait récupéré en Normandie qui m'a dit mais Jennifer tu vas pas faire. Elle me dit tu te souviens ce que c'est l'internat? Elle me dit je t'ai vu, tu vas pas te retaper maintenant un internat de chirurgie alors que tu t'es flippé de la vie quoi, enfin en chirurgie, donc tu vas pas t'infliger ça. Et c'est vrai que du coup j'ai renoncé. Bon, ils l'ont pas bien pris du tout. Bon, je m'étais pas engagée, hein, on était vraiment encore dans un timing de discussion et etc. Mais du coup j'ai renoncé en disant non, c'est vrai que c'est un petit peu de la torture que de se réinfliger ça. Mais oui, des fois je me dis faut faut un petit peu persévérer. Mais là j'ai renoncé, j'avoue, et je pense que c'était pas plus mal parce que je pense que j'aurais pas tenu le choc. C'est une approche comme une autre, hein. Il y a la fuite et puis il y a la confrontation, mais je pense que à un moment donné c'est bien de se dire non, peut-être c'est pas pour moi. Je te promets, on va bientôt arriver à l'Afrique, mais je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a d'autres pays qui t'ont tenté depuis le début, ou ça a vraiment été l'Afrique qui était dans tes tripes? Non, je sais pas, j'ai pas vraiment envisagé d'autres alors continents, parce que du coup l'Afrique est quand même vaste, mais je dirais même que je suis toujours revenue en Afrique du Sud. Je pense aussi par souci de simplicité, puisque ça faisait quand même une paire de fois que j'y étais. Je commençais à connaître du monde, connaître la petite ville à côté, connaître les réserves. Donc il y avait aussi un petit côté facilitant qui était pour moi de revenir au même endroit. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu explorer, notamment est-ce que mon diplôme aurait pu être reconnu dans d'autres pays d'Afrique sans avoir à passer ce fameux examen. Mais j'ai pas exploré plus que ça. Je pense qu'aussi donc pour avoir suivi quand même des vétos faune sauvage, encore une fois je m'en sentais peut-être plus très capable non plus. C'est quand même un métier assez physique. Ici, il faut aussi bien parler la langue, voire même, du coup, ici, ils parlent l'afrikaans, donc certains clients qui parlent presque pas anglais plutôt que de l'afrikaans. Des fois, il faut être amené à tronçonner un arbre parce que l'animal est tombé dessus et qu'il respire mal. Donc, j'y ai vu aussi un métier extrêmement physique, et où, du coup, je me suis dit, punaise, ouais, chaud, quoi. C'est pas uniquement une histoire de l'examen, c'est qu'il faut aussi réapprendre, apprendre beaucoup de choses, parce que là du coup on traite énormément d'espèces différentes, et encore une fois là aussi je m'en sentais pas forcément capable. Donc j'ai continué à revenir en Afrique, mais vraiment en mode finalement un petit peu touriste qui vient revenir, qui rend visite à ses anciens collègues. Je repartais des fois avec un petit peu de boulot à classifier certaines photos qu'ils avaient besoin pour les identifications, etc. Mais j'avoue que je courais plus nécessairement après le boulot de veto faune sauvage là-bas, quoi. Donc voilà, j'ai fait comme ça un petit peu des allers-retours en vacances, on va dire. D'accord. Et donc comment se profile la suite? Tu quittes le CNTV et puis tu cherches autre chose? Ouais, la grosse grosse panique, quoi, parce que là du coup j'avais déjà entre guillemets eu du mal à trouver un boulot qui est plus en pratique, mais en même temps qui est toujours un boulot de veto. Je me voyais absolument pas travailler pour des firmes pharmaceutiques, j'ai absolument pas de fibre commerciale, et puis voilà, là pour le coup c'était vraiment trop éloigné de mes valeurs, de mon rêve de grands espaces. Donc là je commençais un petit peu angoissée, parce qu'il était urgent que je me remette à travailler, parce qu'en ayant démissionné on a rien du tout. Et du coup j'attendais un petit peu, je regardais les annonces, quelque chose encore une fois qui changerait un petit peu de l'ordinaire. Je suis tombée sur une annonce pour Apéforme, donc qui cherchait en gros quelqu'un pour écrire des formations pour les ASV, pardon. Et là je me suis dit tiens, pourquoi pas, parce que ça a un petit peu fait écho aux formations que j'avais faites pour les étudiants vétos qui voulaient faire des gardes au centre anti-poison. Et donc et c'est vrai que ça m'avait bien plu. Donc j'ai passé le processus de recrutement, et j'ai été prise. Donc là il se trouve que c'était à Aix-en-Provence, donc retour aux sources dans le sud. Donc ce qui n'était pas pour me déplaire non plus, hein, la région est loin d'être désagréable.
Et puis au fil des mois, s'est profilé la libération d'un poste sur voilà, créer des modules e-learning toujours pour les ASV. Et du coup j'ai appris ce métier-là en fait, parce que j'avais pas de compétences particulières à la base. Et alors je suis loin d'être ingénieur pédagogique, mais c'est vrai que voilà, j'ai quand même été bien formée. Une autre femme extraordinaire qui a croisé mon chemin et qui m'a formée à la pédagogie. Et c'est vraiment super, parce que je trouve que c'est aussi pouvoir rendre un petit peu alors j'ai pas le meilleur exemple parce que j'ai pas été très assidue au cours, mais le format a été franchement compliqué à tenir. Et justement, je voulais pas faire subir entre guillemets ce format que je trouvais très descendant de l'enseignement. Et donc le format e-learning m'a permis justement d'avoir des outils interactifs et beaucoup plus ludiques pour capter l'attention des apprenants, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça du coup super génial. Donc je me suis auto-formée à ces logiciels un peu créatifs, quoi. Et du coup, je suis devenue chef de projet en formation e-learning pour les ASV à Péforme. Et je me suis éclatée. Franchement, je me suis éclatée. J'ai retrouvé une ambiance d'équipe, parce qu'on était plusieurs vétos, donc dans le service ingénierie. Une super ambiance qui m'avait un petit peu manqué à l'époque où je travaillais aussi avec en pratique. J'ai toujours eu des super bons collègues et des gens avec qui je me suis super bien entendue. Donc ça c'était vraiment super. Et puis aussi des conditions de travail au top. Donc j'ai passé 4 superbes années, quoi. Franchement, et ce qui explique que je travaille toujours encore pour cette entreprise, parce que je me suis découvert un métier que je me serais que j'aurais jamais imaginé faire avant, et qui reste encore ancré quand même dans ma pratique, où je pouvais quand même continuer d'explorer et même des fois de gratter des sujets sur l'hygiène, des choses que j'avais pas forcément pris le temps en tant que véto-praticienne d'approfondir. Alors c'est vrai qu'on n'est pas sur de la formation vétérinaire, donc on va pas approfondir tout ce qui est pathologie, mais voilà, ça se rapprochait quand même beaucoup de la pratique. Et d'avoir justement eu 5-6 années de pratique m'a beaucoup aidé à cette partie de devoir de reconstruire des cours pour les ASV. Donc ça c'était vraiment une super période de ma vie, et toujours en contact avec l'Afrique malgré tout, où là j'ai pu y retourner plus régulièrement. Et puis forcément là ça retravaille, quoi, ça retravaille au corps. Et ça retravaille d'autant plus parce que du coup je m'étais fait quand même des amis là-bas, et notamment une amie qui est tombée gravement malade. Et à un moment donné de réaliser qu'il y a des choses qui empêchent vraiment d'avancer, des maladies comme le cancer, et puis il y a des choses qui empêchent d'avancer, mais que c'est uniquement dans ta tête. Et c'est vrai que du coup malheureusement pour elle, mais sa mauvaise expérience m'a fait réaliser que des fois faut pas attendre trop longtemps, et qu'il y a des fausses excuses. Et donc du coup le projet Afrique là il s'est réenclenché, quoi. Il s'est réenclenché. Je suis partie, du coup ils m'ont proposé d'accompagner, une partie de l'équipe partait au Mozambique poser des colliers sur des éléphants. Ils y allaient en tant qu'experts. Ils m'ont dit, tu viendrais pas avec nous, comme ça ça te change un petit peu de tes séjours habituels parmi nous. Donc bien sûr j'ai sauté sur l'occasion. Ça a été 15 jours extraordinaires dans un pays que je connaissais pas du tout. Et donc voilà, à plus être là en tant que spectatrice, encore une fois, j'ai aidé à la récolte des échantillons, prélever du lait sur des femelles lactantes, on prélevait des crottes, on prélevait, donc il y avait quand même une petite partie qui me ramenait à ma passion première quand même de véto. Et puis là l'équipe m'ont dit il y a une des filles de l'équipe qui allait partir, son mari, elle, allait expérimenter l'Australie, et m'ont dit, tu voudrais pas prendre sa place? Et donc là ça a commencé, là je suis rentrée en me disant oui, c'est ce que j'ai envie, quoi. Même si c'est pas un boulot de véto que je vais faire, même si c'est pas non plus un boulot de chercheur, parce que je suis pas chercheur, mais je crois que j'aimerais vraiment bien, quoi.
Donc bon, j'avais plein de choses qui m'en empêchaient, donc ça a mis un moment à mûrir, hein. Notamment, j'avais acheté une maison avec un crédit, donc tu te dis, bah voilà, il faut payer le crédit à la fin, et c'est pas avec le salaire sud-africain qu'on allait me verser que je vais pouvoir continuer à verser, à payer mon crédit en France. Donc mais bon, finalement, on a mis la maison en location, et puis du coup, bah cette chaîne-là qui m'empêchait a sauté. Et puis voilà. Puis cette maladie de mon amie avec qui j'étais au Mozambique, déjà d'une part, j'avais envie d'être près d'elle, et puis de deux, je me dis ouais, t'es vraiment pleine de fausses excuses, quoi, hein. Donc voilà. Donc j'ai entamé cette démarche, alors non sans mal, parce que bon même une fois que t'as pris ta décision en disant oui, j'y vais, fallait envisager quelle stratégie pour que j'ai un visa et que je puisse légalement travailler en Afrique du Sud. Et en gros, ce qui ressortait de différents entretiens avec l'immigration, c'était pars avec un visa étudiant, tu t'inscris à des cours, et c'est ce qui te permettra d'avoir le visa le plus simple. Sauf que là, au début, je me dis merde, j'ai pas vraiment envie de repasser par la case étudiante. C'est quand même un statut assez précaire de nouveau. Enfin bon, je me dis voilà, je lâche tout. Et là, pour le coup, je lâchais aussi un boulot qui me plaisait, et j'étais bien payée, qui me permettait de partir en vacances, qui me permettait de dormir sereinement le soir. J'étais plus stressée par les gardes. Enfin voilà, tout ça faisait que. Mais bon, voilà, à un moment donné, je me suis, pour la faire courte, pardon, je me suis dit bon allons-y, puisque si le visa étudiant est ma seule option, allons-y. Et du coup, l'étude en question m'a été proposée par toujours cette chercheuse, donc qui est ma patronne à l'heure actuelle, que j'avais rencontrée déjà quand j'avais fait mon bénévolat là-bas. M'a proposé, puisqu'en fait l'avantage quand même, c'est que si tu t'inscris à un master en Afrique du Sud, les masters en sciences, ce sont en fait des mini-thèses. Tu retournes pas sur les bancs de l'école à devoir rester à l'université. Donc en fait, il faut que tu aies un projet un projet d'études, et tu as 2 ans pour le mener. Donc là, pour le coup, ça me convenait quand même beaucoup mieux, parce que ça me permettait du coup d'être en pleine brousse là où l'équipe se trouvait, et puis de faire ce master à distance, qui du coup me permettait légalement d'être dans le pays. Donc voilà quoi. Donc du coup, il a fallu annoncer ça progressivement à tout le monde. Compliqué, pas mal de moments de doute, hein. C'était loin d'être linéaire, hein, émotionnellement parlant. Ma meilleure amie, merci à elle, à ma famille aussi. Où des fois, je dis non mais attendez, je pars pas là, je pars pas. C'est pas possible, c'est vraiment débile. J'ai une vie géniale que beaucoup de gens m'envieraient. Pourquoi partir? Je perds la sécurité, quand même, des soins médicaux, hein. Tout ça, c'est des choses. Et quand on a une amie qui est atteinte d'un cancer, c'est des choses qui font quand même aussi réfléchir, en disant mais s'il m'arrive une merde, voilà, je vais quand même un petit peu au casse-pipe. Mais bon, voilà. Et à un moment donné, ma meilleure amie m'a dit non mais bon, Jenny, maintenant tu vas arrêter de nous saouler. Ça fait 15 ans que tu nous parles de ce projet-là. T'as l'opportunité, maintenant t'y vas. Et puis si ça se passe bien, tu rentres. Et j'ai dit oui, t'as raison. Allez, go feu, on y va. Donc voilà. Donc du coup, après aussi des péripéties de visa, parce que sinon c'est pas drôle. Mais je suis arrivée, on va dire, en Afrique du Sud au mois de février 2023. Et pour l'instant, j'y suis toujours. C'est dingue, hein, ce que la vie nous met sur notre route, pour à la fois nous aiguiller et à la fois nous tester pour être sûr, pour qu'on soit sûr à 100% que c'est la bonne. Voilà, c'est pas évident, hein. Effectivement, ça engrange un branle-bas émotionnel qui peut être assez difficile parfois. Ouais, des fois c'était vertigineux, et en même temps des fois ma famille, mes amis me ramenaient à la raison en me disant mais tu risques quoi? Sérieux. Et c'est vrai que mine de rien, ce boulot de veto, même si aujourd'hui je me verrais pas du tout reprendre la pratique, mais mine de rien, il assure quand même une espèce de statut qui dit non mais c'est vrai que si je rentre demain en France, je pense que je trouverai du travail. Avec ça sur mon CV, je trouverai du travail. Et je pense que ça m'a donné aussi cette force de me dire bon vas-y, peut-être que ce sera un tour d'essai, puis tu rentreras à la maison, et ou pas. Mais en tout cas, à un moment donné, ce qui m'a nourri, c'est de me dire parce que je pense que vous l'avez bien deviné depuis le début que je parle, c'est un projet qui m'a nourri depuis longtemps, et je voulais pas vivre avec des regrets, quoi. Je me suis dit allez, tu vas avoir 70 ans d'ici quelques temps, est-ce que tu as envie de
d'avoir toujours cette question qui plane au-dessus de ta tête. Et en fait, j'avais affreusement besoin de répondre à ça en me disant, tu t'es jamais, j'avais peur de me dire finalement, tu t'es jamais lancé, t'as eu la frousse, et ça se trouve, t'es passé à côté de quelque chose dans ta vie. Donc voilà, j'ai pas forcément de leçons à donner, mais c'est vrai que j'avais surtout besoin de me dire, voilà, je vais le faire. Je savais que les attentes, je vais encore redémarrer au bas de l'échelle. L'anglais, c'est pas encore courant. On est quand même des grands communicants, je trouve, les Français, et c'est vrai que ça peut être très frustrant de pas arriver à nuancer tes phrases, etc. Donc, je me mettais plein de barrières, mais finalement, je me dis voilà, faut y aller, quoi. Faut y aller, et puis finalement, ça se passe pas si mal. Bon, très bien. Donc, t'as détruit ces barrières à coups de hache, et ça y est, t'y es. C'est Elephants Alive, que ça s'appelle. C'est ça. Peut-être pour commencer, dis-nous-en quelques mots. Du coup, c'est toujours la même assos, Ouais. Je suis quand même assez fidèle au poste. C'est la même assos, mais qui a changé de nom. Et du coup, alors leur projet, leur mission aussi évolue au fil du temps. On était sur plutôt de la recherche fondamentale, si je puis dire, quand j'y étais en tant que bénévole, il y a de ça 12-13 ans. Aujourd'hui, ils travaillent beaucoup plus avec des communautés locales, puisque aujourd'hui, on va dire qu'en Afrique du Sud, la plus grosse menace, on l'a abordé un peu tout à l'heure, pour les éléphants, n'est pas le braconnage. C'est plus la menace, on va dire, d'un manque d'espace, du coup des animaux qui vont au-delà des zones protégées, et du coup qui alors peuvent effectivement, suivant les zones, peuvent se faire abattre par des braconniers, mais ici c'est plutôt de l'abattage par sécurité, pour en gros pas qu'il y ait d'animaux sauvages en dehors des réserves, et que ça n'occasionne pas d'accidents avec les populations. Donc aujourd'hui, la mission principale, il y a toujours un fort socle de recherche. Donc on a toujours, du coup, moi j'y contribue d'une certaine manière avec mon master. On a des étudiants qui font aussi leur doctorat, donc ils viennent de temps en temps, quelques semaines, quelques mois ici, récolter leurs données, et puis ensuite ils partent pour analyser tout ça. Donc il y a quand même un fort socle de recherche qui est vraiment un des piliers de l'association. Et aussi, du coup, maintenant, un gros travail avec les communautés locales. Alors, il y a des beaux programmes, comme ils appellent ça le Go-Go Programme. C'est, en gros, ils amènent des grands-mères parce que voilà, il y a quand même peu de gens en Afrique du Sud qui vivent, des gens, on va dire, des locaux, noirs, qui ont la chance de vivre dans des zones de faune sauvage complète. Généralement, les villages ont été mis en dehors des réserves, en bordure, voire même en bordure. Et du coup, les gens, les Sud-Africains n'ont pas forcément la chance, en fait, de voir des éléphants dans leur vie. Et donc, du coup, là, le but de ce programme-là, c'est d'aller chercher ces grands-mères qui du coup sont un petit peu coupées de la société, parce qu'elles ont vocation à rester dans leur village et à s'occuper des petits enfants. Et du coup, de leur ramener ce contact avec la nature. Donc, on les emmène pendant 3 jours dans une réserve où elles sont un peu traitées comme des princesses. On leur offre des couvertures. Il y a des partenaires qui font en sorte qu'elles aient plein de belles choses à ramener à la maison. Et du coup, alors pour beaucoup, c'est la peur, quand elles voient le premier éléphant. Elles en ont, pour certaines, jamais vu de leur vie. Et voilà, et j'ai des collègues qui parlent leur langue locale, parce que l'anglais reste un langage courant, mais quand même très limité. Et donc du coup, qui leur apprennent. Et au bout des 3 jours, on a des grand-mères qui ont une approche complètement différente, qui vont aussi reconnaître des plantes qu'elles ont vues quand elles étaient petites filles. Et du coup, de leur attrait médicinal. Enfin voilà. Donc c'est un joli programme. Et il y en a plusieurs comme ça, puisqu'en fait, du coup, le souci, c'est que ces grands aires protégées, il n'y a pas beaucoup de maintenance au niveau des clôtures, ce qui fait que et l'éléphant est plutôt massif, donc lui, en général, s'il peut passer par-dessus une clôture, il le fait. Et donc, du coup, on a quand même beaucoup de communautés en bordure de réserve qui souffrent de la présence des éléphants, parce que l'éléphant, il peut en une nuit ravager un champ de maïs, et que ce champ de maïs, c'était
c'était leur revenu alimentaire pour des semaines. Donc du coup, on travaille sur des moyens pacifiques, on va dire, hein, de protéger les cultures des gens et de garder les éléphants à bonne distance. Donc il y a un projet en Afrique du Sud et aussi beaucoup en Mozambique. Puisqu'en Mozambique, il y a très peu de clôtures, donc en fait, les animaux sont quand même beaucoup en dehors des réserves et beaucoup de pauvres gens, voilà. Et donc l'idée, c'est que parce qu'en général, les gens veulent pas tuer un éléphant sous prétexte qu'il a mangé la culture, mais ils veulent arriver à bien vivre en fait avec la faune sauvage. Et ils voudraient en avoir les moyens. Donc c'est ce que l'association essaye de faire. Donc du coup, donc je trouve que c'est une belle assoce. Donc moi dans tout ça, j'aide un petit peu partout. J'essaie de faire mon master bien évidemment. J'ai pas de mission, on va dire bien précise. Je sens que c'est encore j'essaie de faire ma place. Je suis très bien accueillie, je suis utile, je pense, à plein de moments, mais c'est vrai que difficile pour moi de vous décrire exactement ce que je fais. J'ai pas un poste bien défini. Je vais là où on a un petit peu besoin de moi. Et ça peut être, par exemple, alors elles se font rares, mais les poses de colliers, hein, on renouvelle les colliers GPS de nos éléphants. Donc là, il faut organiser toute la logistique, les permis, les vétos, les hélicos, etc. Donc j'aide à tout ça. Bien évidemment que je me fais un plaisir de récolter tous les échantillons quand l'animal est anesthésié. Ça reste mon petit moment, petit veto, apprenti veto faune sauvage à ce moment-là. Et puis et du coup on a une banque d'échantillons que je tiens à jour. J'accueille aussi pas mal les étudiants qui viennent nous voir. Je les emmène du coup sur le terrain en fonction de ce qu'ils ont besoin d'observer, de récolter, etc. Donc voilà un petit peu le quotidien. Et alors là où on vit, je vis dans un super beau cadre avec une superbe rivière, mais il n'y a pas d'éléphants. Donc mais par contre, on a le bureau qui est à 5 minutes à pied et voilà, c'est belle équipe, beaucoup de chercheurs. Il y a des beaux projets. Alors c'est l'Afrique, j'apprends à ce que tout prend du temps. Même les nouveaux projets qui semblent se dessiner rapidement, tout prend du temps ici. Donc j'essaye aussi de faire preuve de patience, mais je suis parfaitement intégrée à l'équipe. Mais et c'est vrai que voilà, j'aspire peut-être un jour à avoir un poste encore un peu plus défini, mais je pense qu'il faut laisser le temps au temps, quoi. Et à mon anglais de se parfaire aussi. Et il y a combien de personnes au total dans l'asso? Vous êtes, je suppose qu'il y a des bénévoles, des rémunérés? Alors, on n'a plus beaucoup de bénévoles. Ça a été aussi un choix de l'association parce que souvent les bénévoles sont là pour des vraiment courtes durées, donc ça demande quand même pas mal de temps pour les former. Et donc du coup, on a plus des étudiants en master ou en doctorat qui viennent, mais on va dire que l'équipe, on doit être une quinzaine de personnes au total. Donc ça va du marketing, pardon. À la personne qui s'occupe justement des programmes avec les gogos, avec les gens locaux. On a un de mes collègues, il est en train de terminer son PhD. On a un autre de mes collègues qui est vraiment un expert de reconnaissance d'éléphants sur le terrain. Donc voilà, et ouais, je crois qu'on est 12 exactement, mais pardon, j'ai pas fait le compte exact. Vous pouvez voir là sur le site internet, il y a l'équipe, je crois. Pour avoir une idée. Et en termes de soutien, au niveau des fonds, c'est quoi? C'est des mécènes, des groupes? Bah ouais, c'est ce que j'apprends aussi. J'essaie d'être un peu le bras droit de la patronne en gros et elle m'apprend parce que là pour le coup c'est très complexe à gérer. Donc c'est beaucoup de levée de fonds, des demandes de subventions. Nos sponsors les plus importants sont américains. Donc en gros il faut décrire des projets et puis ensuite on a des fonds qui se débloquent pour 2-3 ans, mais c'est une recherche perpétuelle de fonds, surtout que pour payer les salaires en général c'est très compliqué, quoi. Autant on peut avoir des fonds par exemple pour payer des panneaux solaires, trouver une pompe pour gens pour avoir une réserve, pour
pomper de l'eau, pour des objets, des projets bien particuliers, mais le temps des employés à consacrer à tout ça est compliqué. Et donc aujourd'hui, c'est surtout par des sponsors, américains, mais des grosses, on va dire des gros services, hein. Donc c'est des gros processus pour les levées de fonds. Mais ma patronne est vraiment plutôt douée là-dessus. En tout cas, elle a aujourd'hui des sponsors avec qui la suivent depuis 15 ans, quoi, hein. Donc c'est quand même plutôt chouette. Maintenant, on est toujours très dépendant aussi de la politique, et c'est vrai que on se sent jamais en tant que NGO, on n'est jamais vraiment complètement en sécurité parce qu'on dépend toujours des fonds souvent de pays étrangers, puisque d'un point de vue gouvernemental ici, il y a rien, hein, il y a aucune aide. Donc voilà, avec les contextes politiques qui sont très fluctuants, c'est toujours beaucoup de stress pour arriver à garder les salaires de tout le monde, quoi. Ben, c'est un vrai sujet, ça, hein, cette histoire de salaire quand on est dans le domaine animalier. Je vais pas faire une grosse digression, mais c'est vrai que comment dire, le point de vue général est que ça devrait être du bénévolat, parce qu'on aime les animaux, parce que c'est du care. C'est souvent ça qui revient en fait, hein. Oui, et puis déjà, enfin même dans ma pratique, c'est toujours un peu compliqué, hein, cette approche de faire des devis sur un animal, un chat bouché, et de savoir qu'on peut sauver l'animal, et que derrière les personnes peuvent pas, et du coup qui comprennent pas que mine de rien c'est de l'argent pour la clinique vétérinaire, c'est beaucoup d'investissement pour se permettre justement de faire des analyses, etc. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a pesé aussi, moi, dans ma pratique. Sentiment de culpabilité d'avoir, en fait, la capacité dans tes mains de pouvoir faire les choses, et d'avoir, en gros, d'attendre de l'argent pour pouvoir le faire, alors que je pense vraiment pas qu'on ait une profession vénale. Je pense que si on était, en tout cas, des gens qui aspiraient à gagner beaucoup d'argent, ce qui n'est pas une critique, hein, mais je pense qu'on se serait orienté vers des carrières vraiment différentes, parce que au prorata du temps passé, je pense que voilà, mais c'est vrai, et c'est vrai que là ça poursuit un petit peu dans ce contexte-là. J'avoue que j'ai des idées qui trottent dans la tête, parce que là je vois passer, je suis sur un groupe WhatsApp ici de 2 vétos qui travaillent du coup dans la ville à côté de là où j'habite, très bons vétos, eux uniquement, hein, faune sauvage, et du coup quand il y a beaucoup de collets, hein. Donc le problème ici, c'est le braconnage, est présent sur des espèces plus petites, mais c'est souvent un braconnage où ils posent des pièges, et malheureusement on retrouve des animaux avec toujours en vie, mais avec le piège coincé quelque part autour du cou d'un membre. Et donc comme il y a quand même une présence touristique assez importante, il y a souvent quand même des personnes qui informent. Et du coup, je vois passer au travers de ces groupes les vétos qui, du coup, cherchent des fondations qui veuillent bien les payer pour qu'ils puissent intervenir, puisqu'ils peuvent pas faire. Alors, je suppose qu'ils en font des fois à titre gracieux, hein, mais ça, c'est un sujet commun, même ici, hein, effectivement. C'est un mindset, un état d'esprit, en fait, hein, qui a changé et qui est finalement international. Ouais, complètement. L'équivalence, j'y reviens. Est-ce que c'est quelque chose l'équivalence vétérinaire, hein, je te parle, est-ce que c'est quelque chose, du coup, qui revient sur le tapis pour toi? Je l'ai aussi dans un coin de ma tête, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Déjà, faut impérativement que je passe ce master, et j'avoue que je suis toujours plus appelée par l'opérationnel que de m'asseoir derrière mon ordi pour travailler à ça. Donc là, j'ai 6 mois qui vont s'avérer assez critiques, puisque mon futur visa dépend de l'obtention de mon master. Donc du coup, j'occulte pour l'instant l'examen veto parce que là, ça peut pas rentrer dans mes journées. Mais je m'interdis pas. Je me l'interdis pas. Je me dis peut-être que une fois que j'aurai le master, que j'aurai un visa, que je suis sûre de rester là, parce qu'on n'est jamais sûr non plus complètement.
je me dis ouais, pourquoi pas. L'anglais, je pense qu'à ce moment-là sera plus du tout une barrière pour moi, ce sera plutôt un effort, pas forcément une barrière, mais c'est un effort quand tu lis, ça reste quand même un effort encore intellectuel pour moi à faire. Et du coup, je me dis pourquoi pas, mais voilà, je je me dis je verrai déjà une fois le master, je me l'interdis pas. Je sais pas si je ferai veto faune sauvage un jour, mais ouais, je le garde dans un coin de ma tête. Je me l'interdis pas. Ton master, ta thèse, c'est sur quoi? Rappelle-moi. Donc en fait, j'étudie un écoulement qui se manifeste au niveau des oreilles des éléphants. Donc ils ont des glandes temporales entre les yeux et les oreilles. Donc cette glande, elle sécrète en cas de stress ou en cas de période de reproduction pour les mâles. Et du coup, on s'est aperçu qu'il y avait un autre écoulement, donc vraiment qui sort du canal de l'oreille, et qui a vraiment été très très peu décrit dans la littérature. Et donc, on m'a proposé de faire une étude là-dessus. Donc, c'est assez intéressant pour moi parce que ça amène un peu à l'anatomie, à la physiologie. Donc, c'est bien parce que ça me permet quand même de raccrocher un petit peu ma casquette veto. Et je trouve vraiment la recherche super intéressante. Donc, en gros, j'étudie tout un lot de photographies qui ont été, parce que du coup, comme je vous disais, on prenait des photos depuis ça fait 25 ans que les photos sont prises des oreilles des éléphants pour arriver à les identifier individuellement. Et comme il se trouve que moi, du coup, je vais chercher quand est-ce que ces sécrétions apparaissent, bah, du coup, ça tombe bien parce que c'est exactement le type de photo dont j'avais besoin. Donc là, je fais une étude rétrospective sur 15 ans sur du coup ces sécrétions d'oreilles pour arriver à déterminer dans quel contexte ça apparaît. Donc voilà, on suspecte que c'est dans un contexte de stress. Mais du coup, voilà, je vais étudier si c'est plus chez les mâles, chez les femelles, s'il y a des catégories d'âge, s'il y a des phases plutôt en reproduction, si c'est un contexte particulier de saisonnalité, de choses comme ça. Je découvre aussi le monde de la recherche, là, pour le coup. Il faut demander beaucoup de permis pour étudier les animaux sauvages, parce que là, en l'occurrence, l'intérêt serait quand même d'aller disséquer cette partie de l'oreille, du canal auriculaire, parce qu'en fait, il n'y a jamais de glande qui a été mise en évidence. Et donc du coup là je suis en train de demander des permis pour aller potentiellement disséquer cette partie de l'animal et d'envoyer en histologie pour voir si on découvre quelque chose. Donc non, c'est plutôt très intéressant. Franchement, j'ai un sujet un sujet qui colle quand même qui me ramène quand même un petit peu à ma casquette de veto et c'est plutôt sympa. Ouais, bah ça a l'air. Et les éléphants, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui te fait vibrer dans cette espèce? Alors, je dirais que c'était pas forcément un choix délibéré. Au fil des contacts que j'avais eu en Afrique, on m'a dit mais pourquoi tu contacterais pas cette assoce, ils étudient les éléphants. Bon, franchement, il y a pire comme espèce à étudier. Et du coup, plus je les ai étudiés, plus je me suis vraiment intéressée à cette espèce. Si tu me demandes est-ce que c'est ton espèce préférée, j'aurais du mal à répondre. Très honnêtement, j'aime ces animaux qui ont cette forme d'intelligence que peuvent avoir les éléphants, que peuvent avoir les orques, que peuvent avoir les gorilles, par exemple, espèce d'humanité. L'éléphant, voilà, ils se reconnaissent entre eux, ils se reconnaissent eux-mêmes, ils comprennent quand un des leurs est décédé, ils viennent se recueillir, merci, se recueillir sur des os de membres de leur famille. Donc, voilà, plus on creuse cette espèce-là, plus je trouve que c'est vraiment une espèce fascinante. Si j'avais eu l'opportunité d'une autre espèce, voilà, j'aurais probablement saisi cette même opportunité puisque voilà, et il se trouve qu'en plus l'éléphant est une d'espèce parapluie, quoi. C'est-à-dire que si tu protèges l'espace dans lequel est l'éléphant, il se trouve que du coup tu protèges toutes les espèces quand même qui l'entourent et pour le coup c'est une faune hyper riche ici en Afrique. Donc et ce qui est encore plus fascinant, c'est que c'est quand même une espèce qui est quand même très étudiée. Il y a beaucoup d'articles, c'est une espèce charismatique. Et pour autant, il y a encore des choses à apprendre, notamment au travers de l'étude que je fais.
voilà, je savais pas, par exemple, que l'éléphant était en capacité de pouvoir fermer son conduit auditif volontairement. Donc je trouve que voilà, c'est une espèce fascinante que j'ai la chance d'approcher. Mais j'ai un intérêt, j'ai un intérêt multiple pour le petit insecte qui vient boire les gouttelettes d'eau sur sa peau, parce que l'éléphant a une espèce de transpiration transdermique assez particulière, et des fois voilà, on trouve une petite chenille qui vient boire sur le dos d'un éléphant. Voilà, j'aime cette approche générale et complète. On étudie, mon collègue par exemple fait son PhD sur les vautours, puisqu'en gros on accusait quelque part les éléphants d'avoir un impact sur les grands arbres et du coup sur la nidification des vautours. Donc voilà, on n'est pas à la sauce complètement fermée et focalisée sur l'éléphant, et voilà, et je trouve que c'est chouette aussi, quoi. Très chouette. Bah du coup, je peux pas te demander si tu avais une espèce à choisir, laquelle tu choisirais. Tu pourrais pas me répondre, quoi. Eh ben non. Mais non, puis en plus je trouve que c'est très limitant, quoi. Ouais, enfin, c'est réducteur. Moi, ce que j'aime justement, c'est pouvoir aller dans la réserve et d'avoir la chance de ne pas voir que des éléphants, quoi. C'est du coup de dire, bah tiens, peut-être qu'aujourd'hui je vais voir un rhino, je vais voir un lion, je vais voir un léopard. Bien sûr, je cite pas les antilopes parce que les pauvres, on les voit tellement, mais pareil, c'est même les impalas qui sont les antilopes les plus répandues ici. Si tu les regardes de près, c'est une vraie sculpture, quoi. Elles ont des pattes d'une finesse. Enfin voilà, une robe, non, c'est vraiment vraiment joli. Donc c'est ce que j'aime, et ce que je crois que j'ai aimé dans l'Afrique, c'est la richesse en fait de la faune et de la flore. Au-delà de cette espèce charismatique, et pour laquelle je suis super contente d'étudier, parce que voilà, je trouve que c'est une espèce malheureusement qui demande encore à être défendue, parce que même si aujourd'hui on est plus focalisé sur le braconnage des pangolins et des rhinos, ces deux espèces sont extrêmement en danger ici aussi. Donc on va dire que l'éléphant est pas dans cette crise, on va dire actuelle. Néanmoins, je découvre qu'en Afrique du Sud, voilà, elle a besoin d'être défendue, parce que par contre en Afrique du Sud, on reproche aux populations d'éléphants d'être trop importantes. Et donc il y a voilà, beaucoup de chasseurs ici, et du coup ce sont des animaux qui sont très facilement abattus. Et c'est vrai que c'est un crève-cœur, parce que quand on comprend l'espèce, quand on comprend la dynamique entre les individus, enfin voilà, ce sont des familles qui vivent toute leur vie ensemble, et si on a un qui est abattu, c'est un trauma à vie dans cette famille. Et on s'identifie à ça. Enfin, comment on peut ne pas s'identifier en disant, bah, moi, si on abattait quelqu'un de ma famille, si justement c'est des animaux qui sont capables de se reconnaître entre eux, même après des années, etc., et qui pleurent leur mort, voilà. Et donc aujourd'hui, on a un combat qui est un petit peu des fois moralement compliqué, parce que c'est pas ce qui est forcément mis au devant de la scène, le braconnage, et bien sûr qu'il faut que ce soit voilà, défendu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on se heurte plus en fait à des locaux, à des traditions et à des politiques qui se disent, ah bah comme on a de toute façon suffisamment d'éléphants dans notre pays, bien qu'à l'échelle du continent ce soit absolument pas le cas, hein, l'éléphant est une espèce en danger d'extinction. Mais du coup voilà, donc on a un combat qui est un peu particulier, qui isole parfois, parce que c'est vrai que comparativement à d'autres espèces qui sont vraiment en nombre très critique, vraiment très menacées, voilà, l'éléphant est pas tout à fait, a pas tout à fait ce statut-là. Enfin voilà, ici tu traverses pas une réserve, tu peux pas ne pas voir d'éléphant, c'est impossible. C'est vraiment une espèce qui est très présente, et ça on le nie pas. Mais par contre, il faut qu'on se batte pour justifier de son intérêt dans l'écosystème. Aujourd'hui, enfin, le parc national Kruger, qui est pas très loin à côté, a pratiqué pendant longtemps l'abattage. Donc voilà, quelqu'un en hélicoptère, et ils vont abattre voilà, plusieurs dizaines d'animaux d'un coup pour réduire le nombre, réduire soi-disant cette pression que les éléphants ont sur l'écosystème. Et aujourd'hui, le combat des chercheurs avec qui je travaille, c'est de démentir tout ça en disant, mais on est en train de survivre avec les 12% restants d'une population qui est en train de s'éteindre. Il faut penser à ouvrir, enfin à faire tomber les clôtures, à protéger les éléphants en dehors des parcs, puisqu'aujourd'hui la superficie qui leur est allouée n'est pas suffisante. Donc c'est un combat, on va dire, qui est pas
qui est pas des plus médiatiques, parce que voilà, c'est moins sanglant, et puis parce que aussi voilà, on se heurte avec des traditions et à des choses qui sont ancrées très localement, et du coup ouais, c'est compliqué. Donc en fait, oui, c'est pourquoi pas l'éléphant, parce que finalement il a quand même besoin de soutien malgré ses 6 tonnes, quoi. Donc non, je suis contente, je me sens chanceuse d'étudier cette espèce-là, mais c'est vrai que par respect pour toutes les autres espèces de la planète, je n'arriverai pas à te dire qui est mon préféré. Très bien, ouais, super réponse. On arrive tout doucement à la fin de ce podcast. On a déjà couvert pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit déjà? De croire en ses rêves, je crois, parce que si je fais un petit peu d'introspection, enfin ce que je fais déjà depuis un moment avec toi, mais si on fait un peu d'introspection, c'est quelque chose qui m'a animé depuis toujours, et du coup d'être là aujourd'hui, je touche du doigt mon rêve. Voilà, je pense que j'ai encore un bon bout de chemin à faire. Peut-être qu'un jour ça me ramènera en France. J'adore mon pays aussi, mais je crois que ouais, croire en ses rêves et de pouvoir pas avoir de regrets dans sa vie et de se dire j'ai tenté, et puis j'ai apporté ma contribution à un moment donné. Voilà, je trouve que et je suis chanceuse d'avoir et je pense que si j'avais pas eu cette casquette de vétérinaire, je suis pas sûre qu'aujourd'hui je serais là où je suis. Peut-être si j'avais poursuivi en tant que biologiste, peut-être que je serais là aussi, mais comme quoi il y a pas de chemin linéaire. Et moi j'ai souvent eu un peu souffert du syndrome de l'imposteur, notamment voilà, t'es véto mais tu fais pas de pratique, alors t'es plus véto, enfin ce genre de choses, et moi ça me touchait profondément, parce que aujourd'hui, je sais pas, véto, j'ai beau pas pratiquer, c'est mon ADN, quoi. Si on me dit tu fais quoi dans ta vie, ouais, je suis véto. Et pourtant j'ai pas de bistouri, j'ai pas de stéto autour du cou, mais pour l'instant ça reste encore la carte de visite, et dont je suis super fière. Et voilà, et même si aujourd'hui je suis plus apprenti chercheur biologiste, mais je pense que j'aurai toujours cette fibre, et donc ouais, croire en ses rêves, je crois que, et puis ouais, de se donner une chance, parce que moi c'est vrai que je pense que je me suis beaucoup empêchée toute seule. Bon, des fois on te pousse pas forcément, c'est vrai, mais c'est vrai que souvent j'étais mon propre frein, et j'ai eu la chance d'être entourée par ma famille et mes amis qui eux par contre m'ont donné ce coup de pied aux fesses que j'avais besoin. Donc ouais, des fois faut pas trop s'empêcher, quoi, pas trop s'empêcher, mais facile à dire qu'à faire, je le sais. Ouais. Et si tu avais une phrase alors à dire à la jeune Jennifer là qui sort d'études, tu lui dirais quoi? Change rien, parce que même si j'ai fait beaucoup de circonvolutions, de détours, etc., c'est aussi ma manière à moi. J'aime pas m'imposer, et voilà. Et peut-être que j'aurais pu être là où je suis ou là où je serais plus vite, mais aujourd'hui, je suis tellement satisfaite des gens qui m'entourent que je suis contente que le chemin il ait peut-être été un peu lent, parce que j'ai pu citer certaines de mes mentors. Je fais le récap aussi, c'est beaucoup de femmes. Mais que ce soit au travers d'APFOM, que ce soit au travers de ma tutrice quand j'étais à l'internat, que ce soit celle qui m'a aidé, enfin qui m'a appris à faire ces autopsies de vautours, ouais, c'est des inspirations. Donc je pense que des fois c'est bien que le chemin soit pas trop court, quoi, qu'on n'arrive pas trop au but rapidement. Donc je dirais crois en toi quand même, peut-être un petit peu plus, mais change pas grand-chose, parce que la route est belle, quoi. Très bien dit. Très joli. Et on salue au passage, du coup, toutes ces belles tutrices que tu as rencontrées. Elles se reconnaîtront. Ouais. On leur fait un gros clin d'œil, en tout cas. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Alors, je sais, tu m'as dit que si les personnes, nos auditeurs qui sont intéressés par le sujet, peuvent te contacter par email, ils peuvent nous contacter directement, et chez Veto Micro, oui. Et on leur enverra tes coordonnées. Comme ça, on fera une mise en relation. Merci infiniment pour ce beau moment d'échange. J'ai appris plein de choses. C'était très chouette. Donc merci. Voilà, tout simplement. Merci pour ton écoute. Merci pour l'opportunité. Et puis bon vent à tout le monde. On fait un beau métier. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit,
partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.